voit pas. Alors le problème, c'est qu'un état profond en soi n'est pas forcément un problème, mais il le devient à partir du moment où il n'œuvre pas pour le bien d'autrui et il commence à œuvrer pour le bien d'une caste au pouvoir. Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. J'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Claude Janvier pour un nouveau livre. Bonjour Claude. Bonjour, merci de m'inviter, c'est toujours un plaisir. Alors, c'est un livre qui m'a passionné, que j'ai lu, parce que c'est un sujet que je ne connais pas, mais alors pas du tout. Il s'agit, le titre de livre est L'État profond français, aux éditions K Éditions. Je mettrai le lien évidemment sous la vidéo pour pouvoir le consulter, l'acheter. Je vous le conseille en tout cas. Et alors, l'état profond, alors ça, c'est un concept que je connais bien. En revanche, l'état profond français, on suppose qu'il existe, mais de quoi s'agit-il? De qui s'agit-il? Et je l'ai découvert, en tout cas, j'ai découvert votre recherche, votre travail d'investigation. Ce n'est pas juste des avis, c'est vraiment un travail presque de journaliste, je dirais, sur la politique, les industriels, les oligarques. C'est quelque chose de formidable que j'ai découvert dans ce livre. Euh, Peut-être pour démarrer, qu'est-ce que l'état profond pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas? Alors l'état profond, ben, en fait, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'au-delà du président, au-delà des ministres qui, eux, brillent ou pas sous les feux de la rampe, hein, mais enfin sont connus et en général sont la cible effectivement de tout un tas de critiques ou de tout un tas de louanges, tout dépend de quel côté on se place. En fait, l'état profond, c'est tout l'appareil d'État, en fait, qui ne se voit pas, qui est en dessous ou à côté et qui fait partie donc bah, d'un État en fait, hein. On pourrait dire que chaque pays a son État profond, et donc mais c'est toute la partie, en fait, que l'on ne voit pas. Alors le problème, c'est qu'un État profond en soi n'est pas forcément un problème, mais il le devient à partir du moment où il n'œuvre pas pour le bien d'autrui et il commence à œuvrer pour le bien d'une caste au pouvoir et de la continuité donc d'une caste au pouvoir. En plus, il y a un double problème qui s'ajoute à cela, enfin il y a un autre problème plutôt, c'est que de plus en plus, il y a une collusion entre le domaine public et le domaine privé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un fondu entre la haute sphère de l'administration publique et la haute sphère du privé. C'est-à-dire, là, on parle évidemment de la haute sphère, hein, c'est-à-dire des grands dirigeants du CAC 40, par exemple, ou des grands dirigeants des médias, et donc de tous les hauts fonctionnaires d'État. Voilà, et là, ça commence à poser un problème parce qu'il y a une interaction et donc qui dit interaction dit conflit d'intérêts. Alors, je crois que le terme d'ailleurs de État profond, Deep State, nous vient de Turquie dans les années Oui, 80. Je crois que c'était un ministre turc qui avait inventé ce terme. Et ce terme a été repris par Peter Dale Scott, qui est un analyste, je crois qu'il est canadien, mais bon, nord-américain, qui est un analyste des États-Unis et qui parle beaucoup de l'État profond américain. Et effectivement, cette collusion entre... alors, quand on parle de collusion entre l'État et les grandes entreprises, moi, d'origine italienne, ça me fait penser au fascisme, hein. Ça me fait penser à ce grand corporatisme fasciste que poussait Mussolini d'intégrer les grandes entreprises dans l'État. Alors, pour que qui phagocyte qui à terme, ça, ils n'ont pas eu le temps de le voir, mais on sent cette volonté qui, vous le dites, et on va voir en France, d'une certaine manière, a été positive. Vous le dites dans votre livre, a été positive lorsqu'il y avait cette grande politique gaulliste, presque colbertienne, pendant les années 60, 70, avec le nucléaire, la force de frappe stratégique, les grands travaux d'autoroutes, les TGV, les trains. Mais on sent que depuis voilà, une période voilà, un peu floue dans les années 80-90, ça a complètement basculé sur quelque chose qui n'est pas bénéfique et au contraire très néfaste pour la population, pour le peuple français.
et je vous en parlais, donc qu'est-ce qui vous a, quel a été votre cheminement d'enquête pour arriver à ces, je ne sais pas si on peut dire des révélations, mais en tout cas, pour moi, c'est un dévoilement assez impressionnant de comment fonctionne la République française. Et quel a été votre cheminement journalistique, si on veut, d'enquête pour en arriver à vos conclusions? Ben, déjà, on a été 2, on est 2 d'ailleurs à avoir fait le cheminement puisque c'est un livre que j'ai coécrit en fait avec mon ami, François Lagarde. Et en fait, c'est un peu lui qui c'est même lui d'ailleurs qui, il y a quelques mois en arrière, au mois de février, m'appelle et me dit: «Écoute, ça serait bien qu'on sorte un livre sur l'État profond, français». Bon, bah, moi, je lui dis: «Bah oui, écoute, pas de souci». Je voyais ça, moi, loin dans le temps, parce que quand même, c'est un énorme travail. Et puis il me dit: «Non, non, ce qui serait bien, ce serait de sortir, avant les élections européennes, avant donc début juin». Et là, on est au mois de février, je lui dis: «Attends, c'est quasiment une gageure». Et donc, bon, bref, on relève le défi. J'appelle donc Hichem, le directeur de K Édition, et je lui dis: «Écoute, Hichem», il m'a dit: «D'accord, je joue le jeu, je bouscule un peu l'agenda, on va sortir le livre, et cetera». Donc voilà, ça a été un peu ce et lui, en fait, François Lagarde, mon ami François Lagarde avait énormément d'archives, énormément d'informations. Bon, moi, j'en avais de mon côté et du coup, on a fondu ça, on a eu la tête dans le guidon tous les 2 et puis on a réussi à sortir ce livre qui n'est pas complet, hein. On aurait pu en écrire beaucoup plus sur le sujet parce qu'il y a beaucoup à dire, mais on voulait aussi pas faire non plus une encyclopédie, énorme. On voulait faire un livre à peu près simple, une espèce de synthèse dans lequel les gens puissent s'y retrouver et puissent, comprendre, en fait, comment ça marche. Parce que c'est toujours intéressant de comprendre vraiment les rouages, d'un État et comment ça marche, quoi, voilà. C'est là où on peut mettre le doigt sur les dysfonctionnements d'un appareil d'État, quoi. Voilà, ça, c'est intéressant. Alors, quand on parle de dysfonctionnement, j'ai un extrait de votre livre ici qui montre de manière édifiante à quel point la situation est mauvaise. Donc, le bilan de cette oligarchie et de cet État profond est très mauvais. On a une dette de plus de 3 000 milliards d'euros, une inflation galopante. Vous notez plus d'un Français sur deux en âge de travailler est au chômage ou en situation précaire. 7 personnes sur 10 renoncent pardon, à se soigner pour des raisons financières. 17 millions de Français touchés à des degrés divers par la crise du logement, 15,8 millions de pauvres sur 32 millions d'actifs, c'est juste gigantesque. Démantèlement systématique du code du travail, emploi précaire en hausse, augmentation du chômage, endettement du pays, privatisation des secteurs entiers. Là, vous établissez cette liste et donc l'un des principes d'une oligarchie et d'un État profond, c'est de faire son, entre guillemets, travail en pensant qu'il peut le faire mieux que les institutions qui sont normalement choisies, validées par la démocratie, par le processus démocratique en tout cas. Ça inclut la Constitution, etc. Or là, non seulement on a un État qui devient extrêmement obèse, c'est plus que lourd, qui coûte très très cher, mais qui n'arrive plus à apporter à la population finalement ce qui est dans le contrat social, ce qui est son mandat, c'est-à-dire la sécurité dans les rues et ailleurs, et la prospérité surtout, qui permet à la population finalement d'être heureuse, d'être contente et de valider le système. Donc pourquoi, avant d'arriver sur qu'est-ce qui va se passer, mais pourquoi cet état profond a été si mauvais et a des résultats si atroces pour la population? Mais je pense qu'on en arrive toujours à la question essentielle, l'argent, c'est-à-dire la cupidité. Malheureusement, beaucoup de gens tombent, sous le coup de la puissance du pouvoir. C'est que vous nommez quelqu'un au poste et tout d'un coup, je sais pas, il doit y avoir un déclic qui se passe au niveau de ses réflexions et tout d'un coup, pour beaucoup d'entre eux, ils tombent dans cette espèce de nuages, dans lequel tout arrive, on jouit de tous les ors ORS de la République, on jouit de tous les bienfaits, on a une voiture de fonction, on a un chauffeur, on a de l'argent, on a toutes les facilités possibles et imaginables et ça finit par monter à la tête de malheureusement beaucoup. Mais je vais donner un exemple d'ailleurs pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent.
Par exemple, dans notre livre, on met en exergue un haut fonctionnaire d'État et qui est toujours en vie, mais qui est très âgé aujourd'hui, qui s'appelle Renaud Denoy de Saint-Marc. Donc, Renaud Denoy de Saint-Marc, voilà, c'est l'exemple type d'un haut fonctionnaire d'État qui en fait occupait dans les années 90 un très haut poste puisqu'il était secrétaire général de l'Élysée. Donc en France, quand vous êtes secrétaire général de l'Élysée, c'est-à-dire vous chapeautez juste en dessous le président, vous chapeautez tous les chefs de cabinet, tous les conseillers, etc. Et pourtant, avec ce monsieur, ce qui est, mais d'ailleurs, ce n'est pas un exemple unique, hein, c'est que parallèlement à ça, donc il a exercé cette fonction pendant quelques années, pendant d'assez longues années, et parallèlement à ça, il était aussi président du CEA, donc de l'énergie atomique. Il était président de l'Académie des sciences politiques. Il était président de quelques associations comme ça, associations prestigieuses, bien entendu. Et tout ça sur des périodes de temps où les dates se chevauchent. Donc ça veut dire que ce monsieur a cumulé à peu près une vingtaine de fonctions différentes, mais tout en touchant évidemment les salaires qui vont avec, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous occupez une fonction, vous touchez des salaires qui, évidemment, qui sont adéquates. Mais la question que l'on peut se poser légitimement, c'est qu'une personne, aussi intelligente soit-elle, aussi brillante soit-elle, ne peut pas tenir une vingtaine de postes à la fois. C'est pas possible, une vingtaine de fonctions. Moi, je veux bien que, aussi brillant soit-on, on peut tenir une fonction, deux fonctions, trois fonctions. En tenir une vingtaine, c'est quasiment pas possible. Donc, on voit bien que là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et d'ailleurs, ce monsieur, Renaud de Saint-Nard, a été aussi d'ailleurs membre du Club du siècle, le fameux Club du Mmh. siècle, un des fameux clubs secrets discrets franco-français, d'influence, hein, un énorme club d'influence. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, puisque ce monsieur n'aurait pas dû occuper cette vingtaine de postes, hein. Il aurait dû laisser la place, bien évidemment, à d'autres qui auraient pu occuper ces fonctions. On voit bien que là, il y a une chasse gardée, c'est-à-dire, il voulait, bien entendu, garder le plus possible de pouvoir et de puissance et occuper donc une vingtaine de fonctions. Alors, on peut me rétorquer que, bien entendu, il avait une ribambelle de personnes en dessous de lui qui devaient travailler, effectivement, mais ce qui n'empêche il ne pouvait pas, il n'aurait pas dû occuper une vingtaine de fonctions à la fois. Bon, donc voilà, ça c'est l'exemple type de l'exagération donc d'un état profond, voilà déjà. Mmh. Vous voyez, ça c'est un exemple concret. On sent aussi dans votre livre, vous expliquez l'importance, l'influence de banques, notamment la banque Rothschild et de conseiller un peu, je dirais pas occultes, parce qu'on les voit souvent à la télévision depuis des décennies, les Attali, les Minc pour les plus connus, mais on a l'impression que voilà, toutes les décisions importantes se passent en dehors évidemment du processus démocratique. Ça, je crois que même les gens qui y croient n'y croient plus. En revanche, on a voilà, des hauts fonctionnaires, des conseillers un peu dont le statut n'est pas très clair. En tout cas, ils sont payés, mais le statut n'est pas très clair. Et derrière, des grandes institutions financières qui tirent les ficelles. Et bah, après, j'ai une question sur les États-Unis, mais voilà, déjà voyons cela. Est-ce que finalement, il n'y a pas cette possession du pays par les banques? Ah bah absolument. Bah, en France, de toute façon, ça a commencé très exactement en 1973, la fameuse loi dite de Rothschild d'ailleurs, hein, sous la présidence de Georges Pompidou, puisque Georges Pompidou avait fait un passage donc à la banque Rothschild, hein, puisqu'il a Mhm, travaillé dans cette fameuse banque. Et c'est de là dont est parti le commencement de la fin, je dirais, pour l'État français. C'est-à-dire qu'avant cette fameuse loi de 73, l'État pouvait donc emprunter à la Banque de France quasiment à taux zéro. Et après cette loi, bah, l'État a commencé à continuer à emprunter à la Banque de France avec des taux d'intérêt de plus en plus conséquents. Et ce qui est intéressant, c'est que Georges Pompidou Rothschild, et nous en arrivons à Emmanuel Macron, qui lui a travaillé quand même pour la banque Rothschild pendant un certain temps, avant d'être nommé au ministère de l'économie et des finances, mhm, il était ministre de l'économie et des finances sous François Hollande, hein, voilà, je le rappelle. Donc c'est intéressant. Donc nous avons une banque tout à fait effectivement privée, mhm. qui s'est ingéré depuis 1973 dans les affaires de l'État français. Voilà, ça c'est vraiment une collusion donc
privé public. Alors d'ailleurs, à ce sujet, et on le met en exergue dans notre livre, quand un haut fonctionnaire d'État passe dans le privé, on appelle ça du pantouflage, et quand un haut personnage du privé passe dans le public, on appelle ça du rétro-pantouflage. J'aime bien ce terme de pantouflage. Vous savez, les pantoufles, ça c'est cossu, quoi, vous voyez. Oui, 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 C'est c'est vrai. intéressant. Ouais. Alors, vous citez cette phrase que j'ai déjà entendue pour parler un petit peu sur l'ombre de ces fonctionnaires, de ces oligarques français, plane l'ombre des États-Unis. Et je cite cette phrase: La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Apparemment. Oui, ils sont très durs, les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Et évidemment, on ne peut pas, lorsqu'on cite, vous citez cette phrase dans votre livre, euh, on ne peut pas ne pas penser à la réintégration du commandement de l'OTAN décidé par Sarkozy, alors que De Gaulle avait fait en sorte, fort de son expérience et pour avoir côtoyé les Osos pendant la Deuxième Guerre mondiale en Indochine, enfin, et d'avoir vu ce qui s'est passé en Indochine et en Algérie. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas toujours l'histoire militaire, c'est que, étonnamment, les rebelles communistes indochinois étaient soutenus par les États-Unis, et oui. La France aussi, mais les rebelles également. Et en Algérie, il y avait un jeu très trouble de fourniture d'armement et de ravitaillement et de soutien politique de la part aussi des États-Unis, pas que de l'Union soviétique, au Front de libération algérien. Donc la France, normalement, il y a des morts dus aux États-Unis en France. Et là, on voit, et vous mentionnez énormément d'exemples dans votre livre, des fleurons de l'industrie, et même pas que de l'industrie, des services, des entreprises françaises, des grands groupes, qui se font dépecer, détruire, vendre, souvent à vil prix, et comme par hasard, à des entreprises américaines. Absolument. Mais vous savez, le problème des Américains, c'est que ils sont arrivés donc en Europe en 1917. Ils sont arrivés donc en France pour soi-disant, entre guillemets, nous secourir et nous permettre de gagner la guerre 14-18. Donc déjà, si on se replace dans le contexte historique, c'est totalement faux, puisque la guerre de 14-18 n'a pas été gagnée grâce aux Américains. Non, Ça, c'est c'est la clair. France Enfin, c'est surtout il la y a beaucoup France. de gens, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que oui, les Américains sont venus en sauveur. Pas du tout. Pas du Ils tout. sont, ils sont venus en 1917 pour mettre le pied en Europe et pour commencer à piller l'Europe. Parce qu'en fait, le problème des politiciens américains, c'est que ce sont des pilleurs. Ce sont des pilleurs depuis toujours. Les anglo-saxons, hein, c'est très anglais. Mm. C'est-à-dire il faut aller effectivement coloniser des pays pour les piller. Alors, la colonisation ne se fait pas forcément militairement, et on le voit avec les Américains, elle se fait insidieusement par le truchement effectivement de la finance, par exemple, surtout d'ailleurs de la finance et de la culture. Parce qu'il faut quand même comprendre que la culture anglo-saxonne pilonne la culture francophone depuis 1917. Alors ça s'est fait graduellement et ça a pris vraiment son essor depuis les années 68-70. Hein. Je parle pour la France là. Mais donc voilà, donc c'est vrai que si, et c'est là on le met effectivement en exergue dans notre livre, le point névralgique de la France qui est quand même, là j'ai du mal des fois à parler au présent qui est un pays riche, mais qui était un pays riche parce qu'on est en pleine dégringolade. Bon, il faut comprendre quand même qu'étant un pays riche, il y a beaucoup d'argent, évidemment, qui est là, qui se brasse, et le centre du pouvoir, donc en France, c'est Bercy, c'est le ministère de l'économie et des finances. Mais Bercy, depuis 3 décennies, eh bien évidemment, est infiltré par les monstruosités financières anglo-saxonnes. Et là, on peut faire référence à BlackRock, par exemple, Mhm. dont le PDG Larry Fink est reçu en grande pompe par Emmanuel Macron. Il l'a reçu au moins 2, 3 fois, enfin, etc. Le fameux cabinet McKinsey, le fameux cabinet sulfureux McKinsey, est à ses entrées à Bercy, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a une ingérence totale donc des États-Unis et donc des Anglo-Saxons dans l'économie française. Et vous faisiez référence à l'instant donc au bradage de notre industrie par Emmanuel Macron. Effectivement, il a commencé par nous brader Alstom, qui est un véritable scandale, et il a continué avec diverses entreprises. Aujourd'hui, quand on regarde les industries françaises, nous n'avons quasiment plus rien.
Mmh. On n'a quasiment plus rien aujourd'hui. Tout a été, vendu à l'encan ou privatisé, donc c'est incroyable de vouloir dégénérer, notre pays à ce point-là et c'est pourtant malheureusement ce qui s'est fait et ce qui continue à se faire. Alors, je rappelle pour ceux qui nous écoutent, que je suis avec Claude Janvier, qui a écrit un livre excellent que j'ai lu et beaucoup apprécié, coécrit en fait avec François Lagarde, Lagarde. et qui nous explique comment fonctionne et qui est, il y a des noms, hein, vous êtes courageux, vous mentionnez source à la pluie, qui, comment, pourquoi, depuis quand. Et ça, ça a beaucoup de valeur. Donc, c'est un livre que je conseille. Peut-être pour terminer, euh, les pays en crise, historiquement, quasiment toujours, terminent par des faillites qui se transforment en guerre. Mmh. Ou en aventure guerrière juste avant la faillite pour éviter la catastrophe. Toute l'histoire de l'épopée napoléonienne démarre par une crise, même la Révolution française, en fait, à sa source, il y a des grandes crises financières. Euh, L'Europe, les États-Unis sont en crise, la France est pieds et poings liés à ces deux mastodontes. Euh, Est-ce qu'on nous emmène vers la guerre? Ah malheureusement, oui. Alors moi j'espère évidemment, on espère toujours que ça ne se produira pas. Malheureusement, force est de constater que depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il s'est déjà posé en chef de guerre incontesté donc de la France et de l'Europe. Donc déjà dans le conflit, russo-ottanusien via l'Ukraine, il a fait quand même il a multiplié les provocations de guerre, parce que ça en est, envers la Fédération de Russie. Heureusement que de l'autre côté, le président Poutine garde la tête sur les épaules parce que la tête froide, je dirais, parce que il y a certainement d'autres gens qui auraient déjà déchaîné, bref, Oui. le feu nucléaire ou des bombes. Mais en plus, nous sommes dans des pays en France et puis en Europe où notre économie s'effondre de plus en plus, où nous avons aussi de l'autre côté de plus en plus de migrants qui arrivent, alors à tort ou à raison. Mais le problème, c'est que nous ne pouvons plus économiquement parlant assurer le fait que tout le monde ait du travail. D'ailleurs, en début de cette émission, vous avez cité nos chiffres, et c'est vrai, ce sont des chiffres documentés. Aujourd'hui, on est quand même à 15 800 000 pauvres en France, ce qui est énorme. Donc, on ne voit pas bien comment on va pouvoir continuer à accueillir tous les migrants possibles et imaginables, alors que nous avons déjà une économie qui est en train et qui est au ras des pâquerettes. Donc, à un moment donné, ça ne peut pas tenir la route, comme on dit. Et d'ailleurs, on voit ce qui se passe en Angleterre aujourd'hui. Ce qui se passe en Angleterre aujourd'hui, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que la situation économique en Angleterre est aussi catastrophique. Et donc, à un moment donné, ça ne colle pas. Alors, tout ça, en plus, malheureusement, c'est voulu par les États européens, par les dirigeants européens. Et en plus, comme nous avons la justice et qui n'en est plus une, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la justice ne fait pas son travail, parce que manifestement, tous les débordements, les actes de violence, les crimes, les viols, etc., devraient être condamnés par une justice, mais la justice aujourd'hui est très laxiste, elle obéit aux ordres d'un État profond d'ailleurs, franco-anglo-saxon, et malheureusement, on est dans une justice qui ne fait pas son travail, donc ma foi, il n'y a plus de garde-fou, donc chacun fait ce qu'il veut, quasiment. Donc tout ça n'est pas bon signe et malheureusement, malheureusement, oui, demain, tout peut s'envenimer. C'est un énorme malheur, hein, et c'est pour ça qu'il faut dénoncer cela sans relâche, et c'est pour ça aussi qu'il faut inciter les gens à revenir un peu à la raison et à désobéir aussi civilement, j'entends, aux ordres liberticides, aux lois liberticides de l'État français, par exemple. Voilà, puisque en tant que Français, je vais m'exprimer pour la France. Voilà. Alors, C'est parce que là, vraiment, on est au bord du gouffre, hein. vous Enfin, faites on bien est de dans le men- gouffre. Ouais. Vous faites bien de mentionner l'Angleterre, puisque quand on parle de guerre, on imagine toujours des guerres avec voilà, des conflits comme en Ukraine en ce moment.
Euh, Nous enregistrons en août cette vidéo. Elle sera publiée en septembre, mais néanmoins, voilà, il faut mentionner que nous sommes en août et que cette guerre en Ukraine continue, mais que les guerres peuvent prendre d'autres formes. C'est bien sûr les guerres économiques, vous les mentionnez, mais il y a aussi les guerres civiles ou les guerres, je ne sais pas si on peut les appeler Mmh. ethniques ou raciales, mais certainement, il y a d'autres formes qui ne sont pas très réjouissantes non plus. Et, et effectivement, les conditions, en tout cas, sont là. Mais il y a une autre issue, qui n'est pas une issue non plus très, très folichonne, mais qui est celle, ça c'est ma thèse, hein, mais vous la connaissez peut-être, mais c'est celle de l'effondrement économique qui nous plonge en fait dans l'incapacité de l'État finalement à faire quoi que ce soit. Ça ne l'empêche pas d'essayer, mais quand il n'y a plus de force derrière, quand il n'y a plus de pouvoir dans un chaos, ben, il n'y a plus la capacité de tenir l'économie, de tenir les gens. Et est-ce que c'est pas aussi le scénario vers lequel cette énergie nous a poussé? Et si vous pensez que c'est possible, le fait-elle volontairement ou par incompétence ou par à force de mettre des rustines parce que voilà un point que j'ai ressenti en lisant votre livre, c'est que vous, vous ne croyez pas que ce sont des gens, cette oligarchie, cet État profond français, n'est pas la bête toute puissante et toute sachante, omnisciente que beaucoup de complotistes croient qu'elle est. Parfois, ils sont juste nuls. Ah bah, de toute façon, de plus en plus, oui, ils sont nuls, hein, ils deviennent de plus en plus nuls. D'ailleurs, on est quand même dirigé de plus en plus par une idiocratie. Mais le problème, c'est que nous avons une idiocratie qui s'étend. Je parle là dans les sphères de pouvoir. Et du coup, nous avons de moins en moins d'hommes politiques qui sont investis pour le bien, qui sont investis donc pour le bien-être des peuples, pour le bien-être et de faire prospérer la société. Et nous avons de plus en plus une caste au pouvoir qui n'est pas forcément très intelligente, mais qui, en plus, fera tout pour se maintenir au pouvoir et maintenir leurs avantages. Et c'est là l'énorme problème. Alors après, c'est vrai ce que vous dites, une économie qui de plus en plus devient catastrophique, bah, à un moment donné, peut très rapidement dégénérer vers une guerre atroce, une guerre civile, etc. Mais alors, en plus d'être nuls, ils le sont, ça c'est vrai, en plus ils sont méchants, c'est-à-dire que ils sont pas du tout pour le bien-être des peuples. Ils ont un mépris viscéral envers les peuples en réalité. Quand on prend Emmanuel Macron et toute sa cohorte de ministres aujourd'hui, mais ça dépasse même lui, quand on voit Ursula von der Leyen, la présidente illégitime de l'UE, et quand on voit tous ces néocons américains, etc., ils ont un mépris, toute cette caste, en fait, parce que c'est la même caste hein, que l'on retrouve au-delà de la France, cette caste a un mépris viscéral envers les peuples. C'est-à-dire que la survie des citoyens et leur bien-être, ils n'en ont cure. Ils ne vont pas du tout dans cette direction-là. Ils vont dans la direction où, de toute façon, plus il y aura une épuration, et plus il y aura une destruction des populations, et mieux, eux, ils continueront à diriger et ils continueront à asseoir leur pouvoir sur ce qui restera de la population. Et ça, c'est dramatique, parce qu'on est vraiment dirigé par des incompétents, certes, mais par des gens foncièrement méchants. Et ça, Alors, c'est un énorme on problème. va essayer de conclure sur une note d'espoir. Alors, peut-être une Oui, dernière il vaudrait question. mieux. Euh, L'opposition, on peut y compter dessus. Ah ben oui. Oui. Ouais, bah, de toute façon, il faut continuer à dénoncer. On va continuer à dénoncer sans relâche. Vous, comme moi, comme d'autres, nous savons que, voilà, il faut continuer. C'est clair, il faut continuer. Et au moins une note d'espoir, c'est quand même que depuis les Gilets jaunes en France et depuis cette crise Covid, il y a de plus en plus de gens qui se sont éveillés. C'est ça. Voilà, ça c'est bien, ça c'est une bonne note. Ce qui veut dire que c'est possible. En fait, le futur n'est pas écrit aussi. Tout est possible, tout peut changer. En fait, cela dépend d'une majorité de gens. Ça dépend aussi d'une minorité de gens agissante de plus en plus, et ça dépend aussi d'une majorité de gens. Car après tout, c'est vrai, tout peut changer, tout peut arriver. Claude Janvier, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je rappelle votre livre, euh, L'oligarchie française, que vous trouvez sur le lien ci-dessous, édité chez K Édition. Merci beaucoup et comme toujours, préparez-vous. Merci beaucoup à vous.